C'est encore douloureux à écrire. Parce que ce jour-là, je n'ai pas seulement découvert une trahison, j'ai découvert ma place réelle dans les yeux de ceux que j'avais aimés. C'était un après-midi de février, gris et humide, comme une vieille couverture oubliée dans un grenier. Alain et Claire étaient venus me rendre visite, c'est ainsi qu'ils disaient, comme si j'étais devenue une voisine lointaine, pas leur mère. Ils étaient arrivés avec un emballage brillant, un sourire trop large pour être sincère, et cette façon étrange d'avancer dans ma maison, comme dans un endroit qui n'était déjà plus tout à fait le mien. « Maman, on t'a apporté quelque chose ?» Alain parlait d'un ton artificiellement enjoué. Claire, elle, tenait la fameuse boîte. Une boîte de chocolat doré, lourde, trop luxueuse pour venir vraiment d'eux. Je m'en souviens parce qu'elle brillait étrangement sous la lumière du salon, comme si elle portait déjà un secret. Ils se sont installés, un peu nerveux, un peu pressés. J'ai voulu servir du thé, mais Claire a posé la main sur mon bras. « Laisse, Denise, on ne reste pas longtemps. » Toujours ce ton sec, déguisé en douceur. Une politesse qui coupe au lieu de relier. Je me suis assise en face d'eux. La boîte trônait sur la table basse, trop mise en scène, comme un cadeau dans un théâtre mal joué. Puis Alain a sorti une chemise cartonnée de son sac. Une chemise beige épaisse, je l'avais déjà vue, ce type de chemise. Elle appartenait au monde du notaire, des héritages, des signatures, des décisions graves. Il me l'a tendue avec un sourire gêné. « Maman, on a pensé que ce serait bien d'avancer sur, tu sais, la succession, juste pour éviter des complications plus tard. » J'ai senti une brûlure monter dans ma poitrine. Un souffle court, puis un froid brutal. La succession, la mienne, et dite ainsi, comme si je n'étais qu'un dossier administratif à régler avant l'heure. Claire a ajouté, d'un ton presque trop léger, « Oh, ne t'inquiète pas, c'est juste de la paperasse, une formalité. » Et comme on était chez le notaire pour autre chose, on a demandé 2 ou 3 conseils. 2 ou 3 conseils. La phrase me frappa comme un courant glacé. Dans leur bouche, tout semblait simple. Ma maison, mes économies, mes décisions, comme si tout cela pouvait être mis dans une chemise beige, rangée, planifiée, signée. Je n'ai pas ouvert la chemise tout de suite. J'avais peur de ce qu'elle contenait. Je le savais déjà. Il y avait quelque chose d'incongru dans leurs gestes, dans leur façon de se tenir, dans la rapidité avec laquelle ils voulaient tout régler. Alain reprit. « Tu sais, maman, vu ton âge, c'est normal. Il vaut mieux anticiper. Le notaire nous l'a dit. » Je l'ai regardé, longuement. Ce n'était pas mon fils que je voyais devant moi. C'était un homme qui parlait, comme si j'étais déjà à moitié absente de ce monde, comme si ma voix comptait moins que la sienne, comme si j'étais un problème à anticiper, pas une personne à respecter. Finalement, j'ai ouvert la chemise. Et là, mon cœur s'est arrêté. À l'intérieur, il y avait des documents, des photocopies, des pages annotées, des schémas juridiques, et surtout, un dossier de succession, Emma Succession, établi, structuré, déjà rempli, déjà signé, par moi. Par moi, car au bas de plusieurs pages figurait ma signature. Une signature qui ne m'appartenait pas, imitée, maladroitement, mais imitée tout de même. J'ai senti le sol basculer. Ma gorge s'est serrée au point de devenir pierre. Mais, qu'est-ce que... Je n'ai pas pu finir ma phrase. Claire s'est penchée vers moi, les mains jointes dans une posture qui se voulait apaisante. « Denise, ne dramatise pas. On a juste fait un brouillon pour que tu visualises. Tu valideras après, évidemment. Un brouillon, avec une signature, qui n'était pas la mienne, dans un dossier qui me retirait la moitié de ma maison, réduisait mes droits et donnait à mon fils un pouvoir total sur la gestion de mes biens. » Je les ai regardés. Un silence lourd remplissait la pièce. Un silence qui n'avait plus rien de doux. Un silence qui coupait, qui saignait, qui révélait. Alain tout sauta, mal à l'aise. « Maman, tu ne vas quand même pas mal le prendre. On voulait juste t'aider, pour éviter les ennuis plus tard. » J'ai posé ma main sur la boîte de chocolat. La belle boîte dorée. Le cadeau de façade. Le camouflage. Un sourire triste m'est monté aux lèvres. Pas de la tendresse. De la lucidité. « Aider ?» ai-je murmuré. « Aider. Ce n'est pas signer à ma place. Aider, ce n'est pas préparer ma mort. Aider, ce n'est pas décider pour moi. » Claire a rougi. Alain est devenu nerveux.
son pied battant le sol comme un tambour faible. Je me suis levée, doucement, très doucement, et j'ai dit « Reprenez vos chocolats et votre dossier. Je ne suis pas morte, et ce n'est pas vous qui écrirez ma fin. » Ils ont ouvert la bouche en même temps, prêts à protester, mais je les ai devancés. « Sortez !» Ma voix n'était pas forte, mais elle était tranchante, définitive, et ils l'ont compris. Ils sont partis. Sans un mot, sans un regard. La porte s'est refermée derrière eux. Et moi, seule dans le salon, j'ai regardé la chemise beige sur la table. La chemise qui aurait pu me voler bien plus qu'un héritage, ma dignité. Je n'ai pas pleuré, pas encore, parce que je savais, à cet instant précis, qu'une guerre silencieuse venait de commencer. Après leur départ, j'ai refermé la porte si doucement qu'on aurait cru que je craignais de réveiller quelque chose être la partie de moi qui, pendant des années, avait trop pardonné. Je suis restée un moment immobile dans le couloir, la boîte de chocolat abandonnée sur la table basse, la chemise beige encore ouverte, déversant ses pages comme un ventre éventré. Et c'est là, dans ce silence épais, que les souvenirs ont commencé à remonter. Non pas en longues vagues, mais en éclats. Petite lumière de mon passé qui refusait d'être éteinte par la laideur du présent. Je suis allée dans la cuisine. J'ai fait chauffer de l'eau. J'ai préparé du thé, un vieux rituel qui, jadis, remettait mes pensées en ordre. Je me suis assise et j'ai laissé la mémoire faire son travail. Je revois encore le premier jour où j'ai tenu Alain dans mes bras. Il était minuscule, rouge comme une cerise, et pourtant il me semblait immense, immense par tout ce qu'il représentait, par tout ce que j'imaginais pour lui, par tout ce que je promettais déjà en silence. Jacques était à mes côtés, les yeux brillants. Il n'était pas démonstratif, mon Jacques, mais ce jour-là, il avait pleuré. Je n'avais jamais oublié la façon dont il avait caressé les cheveux du bébé, avec une délicatesse presque sacrée. C'était une autre époque, une époque où l'on construisait sa vie petit à petit, sans jamais imaginer qu'un jour, son propre enfant pourrait la déconstruire. Nous avions peu, mais nous avions tout. La maison, notre maison, nous l'avions rénovée nous-mêmes, pierre après pierre. Jacques avait refait les poutres du grenier, penché sous le toit comme un chat agile, tandis que moi je cousais les rideaux, reprenant parfois plusieurs fois la même couture jusqu'à obtenir la chute parfaite. Le dimanche, nous faisions souvent de la soupe aux légumes, une marmite simple, mais qui réchauffait nos corps et nos âmes. Alain se glissait sous la table pour jouer avec une petite voiture rouge qui faisait un bruit d'enfer. Il riait tout le temps. C'était ça, la vie. Un rire d'enfant sous une table en bois, une soupe qui mijote, un homme qui sifflote tandis qu'il ponce une planche. En grandissant, Alain a gardé quelque chose de ce rire, mais il s'est fait plus rare, plus étroit, avalé par l'ambition, par le stress, par le désir de réussir. Je l'ai soutenu, parfois au-delà de mes moyens. Je faisais des heures supplémentaires à la bibliothèque pour payer ses études. Je me privais, sans jamais lui dire. Une mère fait cela sans s'inventer du mérite. Jacques disait toujours « Tu lui donnes trop, Denise. Un enfant doit apprendre à se battre. » Je souriais. Je ne savais pas encore qu'à force de vouloir qu'il manque de rien, je finirais par n'être plus rien pour lui. Quand Jacques est mort ce terrible soir de novembre, où le téléphone sonnait trop longtemps, Alain avait changé. Sa tristesse était réelle, mais elle avait été vite recouverte par une forme de distance. Il était devenu un homme occupé, un homme pris, un homme qui essaie de passer quand il peut. Je ne lui en voulais pas. J'avais encore la maison, la routine, le jardin, les souvenirs, et puis je voulais croire qu'il reviendrait vers moi, comme reviennent les fleuves vers la mer. Puis Claire est arrivée dans notre vie. J'aurais aimé dire que je l'ai accueillie comme une fille. C'est vrai, je l'ai fait. Au début, elle avait cette façon de marcher vite, de parler vite, de décider vite qui me laissait essouffler. Mais elle semblait aimer Alain, et cela suffisait. Je me rappelle notre premier repas ensemble. Elle avait apporté un dessert pour m'aider. Déjà, elle comptait les assiettes, organisait les places à table, corrigeait mes gestes d'un sourire trop large. Je n'avais pas compris, pas tout de suite. Mais aujourd'hui, tout me revient avec une clarté douloureuse. Ce dîner-là avait été le premier déplacement de territoire, le premier pas vers la dépossession douce. Les années ont passé ainsi, avec des remarques souriantes, des corrections subtiles, des décisions prises pour mon bien toujours, toujours pour mon bien. Et moi,
Comme tant de femmes de mon âge, je pensais qu'en faisant preuve de patience, en accueillant leur maladresse, en me pliant un peu, la paix viendrait, qu'ils finiraient par comprendre, qu'ils finiraient par me voir. Mais la patience n'apprend rien à ceux qui ne veulent pas regarder. Elle leur donne seulement davantage d'espace pour avancer. Alors, ce jour-là, face à la boîte de chocolat et au dossier de succession truqué, je n'ai pas seulement vu une trahison récente. J'ai vu toutes les années où j'avais laissé mes frontières s'effriter, millimètre par millimètre. J'ai vu toutes les petites concessions faites au nom de la paix familiale. J'ai vu toutes les fois où j'avais fermé les yeux pour ne pas perdre mon fils, sans réaliser que je le perdais justement ainsi, en m'effaçant. Et j'ai compris une vérité qui m'a transpercé comme une lame fine. Quand on vous dépossède doucement, on ne vous prend jamais seulement vos biens. On vous prend votre voix, et parfois même votre mémoire. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que la mémoire d'une femme âgée n'est jamais vraiment morte. Elle dort, elle attend, et quand elle se réveille, elle devient plus aiguë que n'importe quelle arme. Quand je repense aujourd'hui à cette boîte de chocolat posée sur ma table, je comprends que ce n'était pas un cadeau, c'était un symptôme, le symptôme d'une longue maladie silencieuse qui avait déjà commencé bien avant que la chemise beige n'apparaisse dans mon salon. La vérité, c'est que les signes étaient là, petits, discrets, polis, mais présents, et je ne les avais pas vus, ou plutôt, je ne voulais pas les voir. Le premier signe remonte à un soir d'été, presque un an avant cette histoire de succession. Claire avait organisé un dîner en famille. Un de ces dîners où l'on est invité trop tard pour refuser sans passer pour la vieille femme susceptible. Je m'étais habillée soigneusement. Une robe bleu nuit, un foulard léger, mes bracelets en argent. Quand j'étais arrivée, Claire m'avait accueillie à la porte avec un sourire trop serré. « Oh, Denise, tu aurais pu prévenir avant de venir. On n'a pas prévu assez de place. » Je m'étais figée. C'était elle qui m'avait invitée 2 jours plus tôt. Elle le savait très bien. Je n'avais rien dit. Elle avait poussé une chaise différente des autres, une vieille chaise pliante qui grince, placée légèrement en retrait. Je m'étais assise. Sans un mot, la chaise grinçait à chaque mouvement. J'avais l'impression d'être une spectatrice dans ma propre famille. C'était un détail, rien qu'un détail. Mais les humiliations les plus dangereuses portent souvent des habits minuscules. Un autre signe, quelques semaines plus tard, je gardais les enfants chez eux. Une journée parfaite, dessins, gâteaux au yaourt, histoires inventées. Au moment de partir, Claire est entrée dans la cuisine, inspectant silencieusement les lieux comme un chef d'audit. Puis elle s'est approchée de la table, a pris délicatement une assiette, l'a frottée du doigt et a murmuré « Tu vois, Alain, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'elle fatigue. » Elle a oublié de bien nettoyer. L'assiette était propre, parfaitement propre. Mais elle avait besoin d'une preuve de quelque chose à montrer. Alain n'avait rien dit. Il n'avait pas contredit. Il n'avait pas défendu. Il avait laissé passer. Comme on laisse passer une tache de pluie, je m'étais tue, encore une fois. Je me disais, ce n'est rien. Elle est stressée. Ils sont jeunes, ils apprendront. Mais la vérité est beaucoup plus cruelle. Ce soir-là, la première pierre de mon incompétence imaginaire avait été posée. Puis il y eut cet épisode étrange avec ma clé. Un jour, en rentrant du marché, j'ai réalisé que ma clé de maison avait disparu de mon sac. Je l'ai cherchée partout. Impossible de la retrouver. Le soir même, Alan est arrivé sans prévenir. « Maman, tu oublies tes affaires partout. Claire a retrouvé ta clé dans notre entrée. Tu devrais nous laisser un double, ce serait plus simple. » Plus simple. Encore ce mot qui signifie, dans leur bouche, moins de toi, plus de notre contrôle. Je savais pertinemment que je n'avais pas perdu ma clé. Je la connaissais, cette clé. Je la gardais depuis 30 ans dans la même poche. Mais j'avais douté de moi. Juste une seconde. Un doute minuscule, mais un doute quand même. Et ce doute-là, ils s'y sont engouffrés. Un jour de novembre, j'ai remarqué que certains papiers avaient été déplacés dans ma boîte en métal. Des documents qui n'auraient jamais dû bouger. Mon livret de famille, mon ancien acte de propriété et même un relevé bancaire que je ne sortais jamais. Je me souviens avoir confronté Alain le lendemain. « Tu es passé chez moi hier ?» Il avait souri, comme si la réponse allait me faire plaisir. « Oui. Claire voulait vérifier un truc pour t'aider avec tes papiers. Tu devrais nous laisser gérer ça. »
Tu es tellement désorganisé. Désorganisé. Moi, qui classais chaque document depuis 40 ans. Moi qui n'avais jamais perdu un seul papier. Moi qui connaissais par cœur la date de chaque facture, de chaque acte, de chaque contrat. Mais il l'avait dit, calmement, comme une évidence. Et j'avais senti, pour la première fois, un vertige. Comme si je regardais ma vie non plus depuis mes yeux, mais depuis les leurs. Et dans leurs yeux, je commençais à n'être plus que l'ombre maladroite d'une femme vieillissante. Je devrais dire que j'ai compris à ce moment-là. Mais non, je n'ai rien compris. Je n'ai rien voulu comprendre. Parce qu'une mère pardonne toujours trop vite. Parce qu'une femme âgée, lorsqu'elle aime, trouve toutes les excuses du monde pour ceux qui la blessent. Alors j'ai laissé passer. J'ai minimisé. J'ai oublié. Ou plutôt, j'ai fait semblant d'oublier. Ce n'est qu'en voyant la chemise beige ce jour-là, en février, avec le dossier de succession, les fausses signatures, la mécanique froide de ma dépossession, que tous ces petits signes sont revenus d'un coup. Et j'ai vu la vérité nue. On ne trahit jamais une femme d'un seul geste. On la fragilise d'abord. On l'amenuise. On la réduit. Jusqu'à ce qu'elle devienne, dans votre esprit, quelqu'un à qui l'on peut tout prendre, parce qu'elle ne dira rien. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que je n'étais pas encore morte. Et qu'une femme vivante, même âgée, même blessée, même silencieuse, est capable de réveiller une tempête. La goutte d'eau n'est jamais spectaculaire. Elle n'a pas besoin d'être violente. Elle tombe dans le silence. Et pourtant, elle fait déborder des années de patience. Pour moi, cette goutte d'eau est arrivée un matin de janvier. Un matin banal, un matin gris, un matin où j'avais prévu de faire de la soupe aux poireaux comme autrefois. Rien n'annonçait que ma vie allait basculer. J'allais sortir acheter du pain lorsque j'ai vu une enveloppe glisser sous ma porte. Une enveloppe blanche, lourde, avec le logo familier d'une étude notariale. Mon cœur a fait un battement de travers. Je ne savais pas encore pourquoi, mais tout mon corps a compris avant mon esprit qu'il se passait quelque chose d'irrégulier. J'ai ramassé l'enveloppe. Je me suis assise. J'ai respiré profondément. Puis j'ai ouvert. Et tout d'un coup, j'ai senti une brûlure, comme si quelqu'un venait de retirer l'oxygène de la pièce. Madame, conformément au dossier de succession que vous avez validé, validé. Moi, validé. Je me suis figée. La lettre détaillait des points administratifs froids, précis, implacables, transfert partiel de la nue propriété, mise à jour de la répartition successorale, enregistrement des signatures, ouverture d'une procédure complémentaire, notification à vos héritiers. Mes héritiers, Alain et Claire par extension. Je n'arrivais plus à lire. Les mots dansaient devant mes yeux. Je me suis levée brusquement, comme mue par un instinct animal. Je suis allée jusqu'à ma chambre. J'ai sorti la chemise beige qu'il m'avait laissée, sous prétexte de simple brouillon. Je l'ai ouverte. J'ai étalé les pages sur le lit. Et là, je les ai vues. Mes signatures, ou plutôt, les signatures écrites à ma place, avec ma fausse écriture, avec cette manière trop arrondie que jamais je n'ai eue. De petites boucles que Claire elle-même faisait parfois lorsqu'elle écrivait des notes sur le frigo. Le choc a été immédiat, sec, glacial. J'ai senti ma gorge se serrer. Ma vision se brouillait un instant. Un vertige violent, une douleur presque physique. Je n'étais plus seulement trahie, j'étais falsifiée. Une existence falsifiée, une volonté falsifiée, une dignité falsifiée. Je me suis assise au bord du lit. Les papiers devant moi ressemblaient à un champ de bataille administratif, où mon nom était utilisé comme une arme contre moi. Mes mains ont tremblé un moment, puis un calme étrange s'est installé. Le calme de la lucidité, le calme de la dernière limite franchie, le calme qui, chez certaines femmes, marque le début de la résistance. Je me suis levée. J'ai allumé la lampe sur la table de nuit. La lumière chaude éclaira les pages, révélant la supercherie avec une brutalité presque ironique. Et alors, j'ai entendu la voix de Jacques. Pas réellement. Mais cette voix intérieure qu'il m'avait laissée, cette force tranquille qui m'avait soutenue pendant des années. Denise, tu as trop laissé faire. Maintenant, il est temps de te lever. J'ai fermé les yeux. J'ai inspiré. J'ai senti une chaleur nouvelle remonter dans ma poitrine. Une chaleur que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Celle qui précède les grandes décisions. Je me suis levée et je suis allée chercher mon carnet noir. Celui où je notais mes pensées, mes dates,
mes peurs. Je l'ai ouvert à une page blanche. Et j'ai écrit. Ils ont signé à ma place. Ils m'ont supprimé du document pour mieux m'y remplacer. Ils pensent que je ne verrai rien. Aujourd'hui, c'est fini. J'ai reposé le stylo. Mes mains étaient stables. Mon esprit limpide. Je n'étais plus dans la douleur. J'étais dans l'action. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro. La voix de la secrétaire du notaire a répondu. Professionnel, neutre. Bonjour, étude Maître Verdier. J'ai dit d'une voix étonnamment calme. Je dois voir Maître Verdier aujourd'hui. C'est urgent, très urgent. Elle m'a demandé mon nom. Lorsque je l'ai dit, un silence étrange a suivi, comme si elle reconnaissait quelque chose dans la situation. Madame le maire, Maître Verdier peut vous recevoir à 15 heures. J'ai répondu, merci, je serai là. Puis j'ai raccroché. Ensuite, j'ai soulevé la boîte de chocolat restée sur la table du salon. Elle semblait lourde, grotesque, déplacée maintenant que je savais ce qu'elle avait réellement caché. Je l'ai ouverte, et j'ai vu, sous la première couche de chocolat soigneusement alignée, une autre feuille pliée, dissimulée, une feuille avec des calculs, des flèches, des montants, leur brouillon, leur méthode. C'était la dernière preuve dont j'avais besoin. J'ai refermé la boîte, j'ai posé ma main dessus, et j'ai murmuré pour moi-même. Vous avez voulu écrire mon absence. Vous allez lire ma présence. La goutte d'eau avait débordé, et la femme que j'avais été douce, effacée, conciliante, s'effaça d'un coup. Il ne restait plus que moi. La vraie, la droite, la debout, celle qui allait se battre, non pas avec des hurlements, mais avec des preuves, avec la loi, avec cette lucidité froide que la trahison réveille chez les femmes qui ont trop aimé. Quand j'ai raccroché avec l'étude notariale, un silence étrange s'est installé dans la maison. Un silence qui n'avait rien de vide. Au contraire, il vibrait de quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la lucidité. Je me suis assise au salon, face à la boîte de chocolat qui avait déclenché tout cela. Et soudain, sans prévenir, un souvenir est remonté. Un souvenir que j'avais enfoui sous des années de douceur et de naïveté. C'était Jacques, un soir d'hiver, bien avant qu'Alain ne devienne adulte. Nous étions assis près du feu. Je lui racontais comment, ce jour-là, j'avais laissé ma collègue décider quelque chose à ma place au travail pour éviter un conflit. Il avait posé son livre, m'avait regardé longuement, puis dit « Denise, si tu t'effaces trop souvent, un jour tu ne sauras même plus où tu te tiens, et d'autres choisiront pour toi. Ne leur laisse jamais ce pouvoir. » À l'époque, ces mots m'avaient semblé excessifs. J'étais jeune, confiante, amoureuse. Je n'avais jamais pensé que la douceur pouvait être une faille. Je croyais qu'elle était ma force. Mais aujourd'hui, devant cette boîte de chocolat, ces signatures imitées, cette supercherie froide et méthodique, je comprenais enfin ce qu'il voulait dire. Pendant toutes ces années, je m'étais effacée pour préserver la famille, pour éviter les tensions, pour laisser Alain vivre sa vie, pour ne pas être un poids. Je m'étais effacée si souvent que j'étais devenue un espace vide où ils avaient cru pouvoir écrire leur propre version de moi. Et, pire encore, écrire ma fin. Je me suis levée. J'ai marché lentement jusqu'à la fenêtre. Le jardin était silencieux, figé par le froid de janvier. Les branches nues semblaient tendre des doigts maigres vers le ciel. C'était moi, ou du moins, ce que j'étais devenue, une silhouette un peu trop maigre, un peu trop silencieuse, un peu trop effacée. Mais dans l'air glacé, j'ai senti quelque chose d'autre, une forme de renaissance, comme si chaque souffle me rendait un morceau de moi-même. Je me suis dirigée vers la cuisine. J'ai sorti ma vieille théière, celle que Jacques m'avait offerte pour nos 10 ans de mariage. La poignée était ébréchée, mais elle tenait encore. Comme moi, lorsque l'eau a commencé à chauffer, j'ai senti mes mains cesser de trembler. Un calme s'installait en moi. Un calme dur, solide, un calme qui n'avait rien d'une résignation. C'était le calme d'une femme qui se prépare. Je me suis assise devant ma tasse fumante et j'ai ouvert mon carnet noir. Les premières phrases que j'y ai écrites m'ont presque surprise. Je ne suis pas vieille. Je ne suis pas fragile. Je suis vivante. Et je me souviens, je me suis arrêtée un moment. J'ai laissé les mots entrer en moi, comme une vérité nouvelle. Puis j'ai continué. Ils ont essayé de m'effacer, de me remplacer, de m'anticiper. Mais une femme qui a traversé la vie, les deuils,
les nuits blanches, les renoncements, n'est jamais effaçable. J'ai fermé le carnet, j'ai posé ma main dessus, et j'ai senti une chaleur douce se répandre dans ma poitrine. Je suis montée dans le grenier. Cela faisait longtemps que je n'y étais plus allée. Trop de souvenirs, trop de poussière sur les années. J'ai ouvert une vieille malle. Et là, au milieu de photos jaunies, de lettres d'amour, de dessins d'Alain enfant, j'ai trouvé quelque chose qui m'a coupé le souffle. Le premier acte de propriété de la maison, celui que Jacques et moi avions signé ensemble, le cœur tremblant de fierté. Je l'ai pris dans mes mains. Je l'ai lissé du bout des doigts. C'était la preuve que cette maison, cette vie, ce passé, était à moi, à nous, à ceux qui avaient aimé, travaillé, rêvé entre ces murs, pas à ceux qui voulaient m'en déposséder avec un stylo imité et une chemise beige. Ce document, ce simple papier jauni, valait bien plus que toutes les signatures que Claire avait tenté de fabriquer. Il était mon histoire, mon existence, ma légitimité. Je me suis sentie droite, soudain, presque grande, comme si ce papier me rendait ma colonne vertébrale. Je suis descendue doucement, tenant l'acte comme un trésor. Je l'ai posé sur la table du salon, à côté de la chemise beige. Le contraste était brutal, éclatant. Une vérité nue. Ce qu'ils avaient tenté de fabriquer était minuscule face à ce que j'avais réellement construit. À cet instant, j'ai compris quelque chose d'essentiel, quelque chose que toutes les femmes de mon âge devraient savoir. On ne détruit pas une femme qui a vécu. On peut la bousculer, on peut la manipuler, on peut la blesser. Mais la détruire? Non, jamais. Parce que les femmes qui ont survécu à tant d'années, tant de douleurs, tant d'abandon, tant de renaissance, ont une force ancienne, silencieuse, indestructible. Une force que les traîtres sous-estiment toujours. Le thé était froid, mais moi j'étais chaude. Éveillée, debout, je me suis regardée dans le miroir du couloir. Je me suis vue telle que je suis vraiment. Une femme de 78 ans, oui, mais une femme entière. Une femme qui sait où elle se tient. Une femme qui ne laissera plus jamais personne signer à sa place. Alors j'ai murmuré à mon reflet, « Maintenant, Denise, tu vas te battre, mais à ta manière, calmement, légalement, et sans jamais perdre ta dignité. » Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vivante. Le lendemain de ma prise de conscience, je me suis levée avant le soleil. La maison était froide, mais mon esprit, lui, brûlait d'une clarté nouvelle. Je ne voulais plus être celle que l'on prend en pitié, ni celle que l'on protège, ni celle que l'on manipule. Je voulais redevenir la femme que Jacques avait connue, droite, calme, précise, capable de bâtir et de défendre un foyer, capable aussi, je le découvrais tardivement, de protéger son propre nom. Je me suis préparé un thé rapide. Puis, j'ai étalé sur la table la lettre du notaire, la chemise beige, les pages signées à ma place et l'acte de propriété que j'avais retrouvé dans le grenier. 4 objets, 4 preuves, 4 morceaux d'une trahison devenue désormais incontestable. Je les ai rangés avec soin dans une pochette rigide, neuve. Une pochette que j'ai achetée autrefois pour les documents importants de la famille. C'est ironique, mais cela m'a fait sourire. Pour une fois, elle allait me servir à protéger ce qui m'appartenait vraiment. Puis, sans hésitation, j'ai enfilé mon manteau et je suis sortie. À 9h tapantes, j'étais dans le cabinet de Maître Verdier. La secrétaire m'a reconnue aussitôt. Elle s'est levée, presque respectueusement. « Bonjour, Madame le maire. Maître Verdier vous attend. » Je suis entrée. Le notaire était debout, les mains dans les poches, le regard préoccupé. « Je suis soulagée que vous soyez venu rapidement, » dit-il. « Montrez-moi tout. » Je lui ai tendu la pochette. Il l'a ouverte, a étalé les documents devant lui, et j'ai vu son visage changer. Pas de surprise, mais une sorte de gravité professionnelle, presque solennelle. Il prit les pages une à une. Faux également. Signature imitée, très mal imitée d'ailleurs. Et ceci est particulièrement grave. Il pointait la feuille cachée au fond de la boîte de chocolat. Leurs calculs, leurs estimations, leurs projections sur ma succession, comme on calcule un patrimoine presque défunt, comme si j'étais déjà ailleurs. Il releva les yeux vers moi. « Madame le maire, vous êtes victime d'une tentative de manipulation successorale. La falsification est évidente.
et les démarches qu'ils ont engagées sont illégales. Je n'ai pas bronché, pas une larme, pas un frisson. Que devons-nous faire? Ai-je demandé. Sa réponse fut nette. Nous allons reprendre le contrôle, méthodiquement, et sans jamais sortir du cadre légal. Il prit un stylo et commença à établir un plan, d'une écriture rapide mais extrêmement précise. 1. Blocage immédiat de toute procédure en cours. Je rédige tout de suite une opposition formelle. Elle sera envoyée par courrier recommandé aujourd'hui même. Cela stoppe tous les effets du dossier truqué. Ils ne pourront rien poursuivre. Je respirai plus légèrement. 2. Demande de communication intégrale des documents. Nous allons exiger l'historique complet de chaque démarche effectuée en votre nom dans les 12 derniers mois. Il faut savoir jusqu'où ils sont allés. J'ai hoché la tête. Je voulais savoir absolument tout. 3. Analyse graphologique. Une fois que nous aurons récupéré les documents, nous les transmettrons à un expert agréé. La falsification sera certifiée. Ce sera la clé. Une clé froide, juridique, mais une clé qui ouvrait toutes les portes que Claire croyait fermées. 4. Reprise de vos droits patrimoniaux. Je vous aiderai à renforcer juridiquement votre position. Inventaire précis, mise à jour de votre acte de propriété, documents de protection, limitation de toute procuration future. Vous redeviendrez entièrement maîtresse de vos biens. Un frisson chaud m'a parcouru. Je redevenais propriétaire de ma propre vie. 5. Option, poursuite judiciaire. Il me regarda longuement. Vous pourrez, si vous le souhaitez, engager des poursuites pour usage de faux. Mais ce choix vous appartient. L'essentiel est de vous protéger. Le reste viendra plus tard. Je ne répondis pas. Il était trop tôt pour le savoir. Je voulais d'abord réparer ce qu'ils avaient brisé. Lorsque je quittais son bureau, un sentiment étrange me traversa. Un mélange de soulagement, de puissance retrouvée, et surtout, quelque chose que je croyais éteint depuis longtemps. La dignité. Je marchais lentement dans la rue. Les passants me frôlaient sans me voir. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'exister. Vraiment, en arrivant chez moi, j'ai changé la serrure. Pas par paranoïa, par prudence simple. Puis j'ai rangé mes documents dans un nouveau classeur, classé, daté, annoté. Chaque feuille retrouvait sa place. Chaque papier reprenait son sens. Et moi, dans ce silence ordonné, je reprenais le mien. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet noir. Je ne suis plus effacée. Je suis droite. Je suis prête. Leur mensonge s'effondrera dans le calme. C'est ma manière à moi. Puis j'ai fermé le carnet. J'ai soufflé la lampe. Et dans l'obscurité douce de ma maison, je me suis dit, demain, ils comprendront que je ne suis pas à remplacer, ni à manipuler, ni à anticiper. La revanche silencieuse, la seule que les femmes comme moi savent mener, venait de commencer. Une semaine plus tard, tout était prêt. Maître Verdier avait envoyé les oppositions officielles. L'expertise graphologique était lancée. Les documents falsifiés étaient désormais sous scellés. Et moi, chaque matin, j'écrivais dans mon carnet noir, comme une femme qui construit son propre bouclier. Le piège, pourtant, n'était pas pour eux. Il n'était pas pour les punir. Il n'était pas pour gagner. Le piège était pour rétablir la vérité. Et pour qu'ils la voient, en face, sans pouvoir détourner le regard. Claire m'a appelée la première. Sa voix était plus aiguë que d'habitude, presque pressée. « Denise, on doit passer te voir. On a des choses à clarifier. » Je me suis contentée de répondre. « Oui, passez. » Sans préciser que leur dossier était déjà bloqué, sans préciser que le notaire avait tout vu, sans préciser que les signatures allaient être expertisées. Je n'avais rien à cacher. Eux si. Je me suis assise dans le salon, j'ai ouvert les volets. La lumière de fin d'après-midi entra, douce, presque théâtrale. La boîte de chocolat était là, fermée, comme une pièce à conviction. La chemise beige, en revanche, avait disparu. Elle était dans le coffre du notaire, là où la vérité devait désormais vivre. Ils sont arrivés à 10 septembre exactement, comme des gens qui ont répété leur entrée. Claire entra la première, un sourire trop large, trop blanc. Alain suivait, les épaules basses, incapable de soutenir mon regard. « Maman », dit-il en m'embrassant brièvement, déjà ailleurs, déjà gêné. Claire s'installa comme chez elle, croisant les jambes. « Alors, Denise, on a eu un malentendu apparemment.
Le notaire nous a appelés. Tu aurais, comment dire, bloqué notre dossier. Elle plaça le mot notre comme une flèche. Je restais silencieuse. Elle continua. Tu aurais pu nous en parler. On voulait juste t'aider. C'était pour simplifier la succession. Simplifier. Encore ce mot. Je posai doucement sur la table la seule chose que j'avais décidé de garder à la maison. La feuille des calculs trouvée dans la boîte de chocolat. Les flèches. Les montants. Le schéma de répartition. Le prévisionnel. Tout y était. Claire pâlit. Où as-tu trouvé ça? Sa voix trembla légèrement. Je la regardais calmement, sans colère, sans agressivité, juste avec cette lucidité froide que donne la vérité. Sous la première couche de chocolat, répondis-je. Un silence s'abattit. Alain se retourna brusquement vers sa femme. Claire, tu avais mis ça dans la boîte? Elle s'empressa. Mais non, c'est n'importe quoi. Denise, pourquoi inventer cela? On te connaît, parfois tu t'embrouilles. Parfois tu t'embrouilles. La phrase exacte, la phrase racine, celle qu'il construisait depuis 1 an, peut être 2. Je me levai, je pris mon temps. Je sortis de ma pochette un seul document, une photocopie du rapport préliminaire de l'expert graphologue. Je la posai sur la table. Claire blêmit. Alain, lui, devint livide. Les phrases étaient simples. Signature imitée, probable contrefaçon, non-concordance avec l'écriture de Madame le maire. Je n'avais pas besoin d'ajouter un mot. Je les regardais dans les yeux, un par un, en silence. C'est là que le piège s'est refermé. Non pas dans un éclat de voix, non pas dans une scène dramatique, mais dans ce silence-là, un silence droit, digne, imperturbable. La vérité était sur la table, et elle parlait mieux que moi. Alain s'effondra sur la chaise. Maman, j'étais fatiguée. Claire m'a dit que c'était mieux comme ça. Je n'ai pas réalisé. Claire se leva brusquement. C'est ridicule. Une graphologue ne prouve rien. C'est toi, Denise, qui t'obstine. Tu deviens méfiante, paranoïaque même. Je fis glisser doucement la seconde feuille, l'opposition officielle rédigée par le notaire, avec sa signature réelle. Avec la mention « Procédure non conforme, blocage immédiat ». Claire recula. Je n'oublierai jamais son regard. Un mélange de colère, de peur et enfin de compréhension. Elle comprenait que tout ce qu'elle avait construit venait de s'écrouler, que sa mécanique douce, ses manipulations, ses phrases gentilles mais tranchantes, tout venait d'être mis à nu, sans cri, sans conflit, juste avec les faits. Alain pleurait maintenant, pas des larmes d'enfant, des larmes lourdes, épaisses, celles qu'un homme verse quand il comprend qu'il a trahi bien plus que la loi. Il a trahi sa mère. Il murmura « Je suis désolé. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas que ça irait si loin. » Je restais debout, droite. « Alain, dis-je doucement, je ne suis pas en colère, mais je ne suis plus dupe, ni effaçable, ni manipulable. » Claire voulut dire quelque chose, mais sa voix se brisa. Je les raccompagnai à la porte. Sans hâte, sans froideur, sans haine, mais avec une hauteur nouvelle. Ils sortirent. La porte se referma doucement, pas comme un claquement, comme une décision. Le piège s'était refermé, et je n'avais pas eu besoin de crier. La vérité, elle, avait parlé pour moi. Ce soir-là, j'ai écrit une seule phrase dans mon carnet noir. Ce n'est pas la justice qui fait peur aux menteurs. C'est la vérité calme. Les jours qui suivirent la confrontation ne furent pas bruyants. Il n'y eut ni cris, ni portes claquées, ni scène grandiose. Non. Ce fut une désagrégation lente, presque méthodique, comme si chaque mensonge, chaque manipulation, chaque geste qu'ils avaient posé, se retournait maintenant contre eux en silence. Je ne participais pas, je ne poussais rien, je ne provoquais rien. J'observais, calme, à distance, dans cette position étrange où l'on regarde un édifice s'effondrer que l'on n'a pas soi-même construit. Le premier signe de l'éclatement vint d'Alain. 3 jours après la scène dans mon salon, j'ai reçu un message de lui. Un message court, presque enfantin. « Maman, je peux venir te parler? » Je suis désolée. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le temps faire son travail. Lui laisser goûter à sa propre responsabilité. Lui laisser mesurer la gravité d'avoir délégué sa conscience à quelqu'un d'autre. Le soir même, il est venu.
seul, sans Claire. Il avait maigri, semblait-il, en 3 jours seulement. Ses épaules s'étaient affaissées, comme si un poids invisible lui tombait enfin dessus. Il a pris une grande inspiration. « Maman, je crois que je me suis laissé entraîner. » Je ne dis rien. J'attendais. Ce qu'il avait à dire n'était pas pour moi, mais pour lui-même. Je voulais juste simplifier les choses. Claire disait que tu commençais à te fatiguer, que certains choix devaient se faire maintenant pour éviter les problèmes plus tard. Il baissa les yeux. Je l'ai cru. Puis, dans un souffle presque imperceptible, « Et je n'ai pas voulu te demander ton avis, parce que je savais que tu aurais dit non. Et parce que… » Il s'interrompit, puis termina, d'une voix déchirée, « parce que c'était plus simple sans toi. » Ce fut comme une lame fine traversant mon cœur, mais sans douleur, une lucidité glacée. Je répondis calmement, « Alain, tu n'as pas voulu t'occuper de moi. Tu as voulu t'occuper de mon absence. » Il releva les yeux. C'était là que tout se situait. Ils avaient écrit une version de moi où je n'étais plus là, plus capable, plus utile, plus vivante. L'éclatement familial avait commencé par ce constat brut. Ils avaient prévu ma disparition plus vite que la vie elle-même. Quelques jours plus tard, ce fut Claire. Elle m'appela. Je n'avais plus entendu sa voix depuis la confrontation. Elle sonna mécanique, comme une machine qui tente de fonctionner malgré une pièce cassée. « Denise, je voulais t'expliquer. J'ai agi pour le bien d'Alain. Pour la stabilité de la famille. Tu sais, je gère tout à la maison. Je fais tout pour que tout soit en ordre. » Je restais silencieuse. Sa voix monta d'un ton. « Et puis, tu te rends compte de l'argent que tu laissais dormir? Des complications que tu nous aurais laissées? C'était logique? Rationnel? » Je l'interrompis doucement. « Claire, tu as voulu me remplacer parce que je respirais encore. Tu as structuré ma disparition. Tu as préparé ma mort administrative avant que je meure. » Elle étouffa un sanglote. « Je pensais faire bien. Je pensais faire ce qu'il fallait. » Cette phrase, elle me frappa plus que toutes les autres, parce qu'elle révélait la mécanique interne de sa morale. Elle croyait sincèrement être du côté du bien. Je ne jugeais pas, mais j'étais lucide. Je répondis, « Claire, tu as oublié que derrière chaque papier, chaque procédure, chaque calcul, il y avait une personne. Moi, une femme vivante, pas un dossier, pas une charge, pas une case à cocher. » Elle pleura vraiment cette fois. Je suis désolée. Je l'écoutais pleurer, mais mes larmes ne vinrent pas. Je n'avais plus de place pour cette forme de tristesse. La lucidité avait pris toute la place. Dans la semaine qui suivit, leur couple se fissura. Les voisins l'apprirent avant moi. Et comme les voisins ne peuvent pas tenir leur langue, la nouvelle arriva rapidement jusqu'à moi. Alain était parti quelques jours chez un ami. Claire disait qu'il l'avait abandonnée. Alain disait qu'elle avait menti. La vérité, je n'avais pas besoin de la connaître en détail. Je savais seulement que ce qui s'effondrait entre eux n'était pas la faute d'un seul événement. C'était l'addition de toutes les manipulations, l'addition des choix faits pour simplifier, l'addition des silences qu'ils avaient laissés s'accumuler au lieu de parler véritablement. L'éclatement familial n'était pas une bombe. C'était une fissure qui s'était agrandie, élargie, ramifiée, et moi, pour la première fois, je n'étais plus au centre. J'étais en dehors du cercle brisé. Je marchais sur un terrain stable, solide, reconstruit. Eux glissaient. Moi, je tenais debout. Un matin, Alain est revenu. Il est entré sans bruit. S'est assis dans la cuisine. Il avait l'air d'un enfant revenu d'un rêve qui tourne mal. « Maman, est-ce que tu me pardonneras ?» Je posai ma main sur la table. Calme, ouverte. Le pardon n'est pas une obligation, Alain. C'est un chemin. Le mien sera long, le tien aussi. Mais tu peux commencer par dire la vérité. Pas pour moi, pour toi, et pour ne plus jamais recommencer. Il hocha la tête, et j'ai compris qu'il avait touché le fond, et qu'il allait remonter. Être lentement, mais sûrement. Quant à Claire, son chemin serait plus ardu. La lucidité ne l'avait pas encore atteinte complètement. Elle vivait encore dans la justification, dans l'excuse, dans la version d'elle-même qui ne se trompe jamais. Mais ce n'était plus mon rôle de réparer, plus mon rôle d'expliquer, plus mon rôle d'adoucir. Je n'étais plus là pour arrondir les angles. Je n'étais plus la mémoire douce. J'étais la vérité debout. Ce soir-là,
en refermant mon carnet noir, j'ai écrit: une famille qui se construit sur des mensonges finit toujours par s'effondrer. Une mère qui se reconstruit sur la vérité, elle, ne s'effondrera plus jamais. Le printemps est arrivé comme une respiration. Après des mois de tension, de documents, de vérités mises à nu, quelque chose en moi s'est enfin relâché. Je n'ai pas décidé, du jour au lendemain, de tourner la page. Les pages ne se tournent jamais d'un geste. Elles s'effeuillent, elles s'éclaircissent, elles se déposent. Mais cette fois, pour la première fois depuis très longtemps, c'était moi qui écrivais la suite. J'ai commencé par des choses simples, dérisoires pour certains, essentielles pour moi. J'ai changé la disposition du salon, les rideaux, les coussins, les cadres. J'ai ouvert des fenêtres que je n'ouvrais jamais. J'ai déplacé la table vers la lumière, comme si je voulais m'asseoir plus près du jour. La maison, ma maison, reprenait forme autour de moi, non plus comme un décor menaçant, chargé de manipulations et de souvenirs douloureux, mais comme un lieu respirant, familier, vivant. Je crois qu'on oublie parfois que les maisons sentent la peur, mais elles sentent aussi la libération. La mienne, en tout cas, semblait soudain plus large, plus douce, presque accueillante. Un matin, j'ai décidé de marcher jusqu'à la boulangerie la plus éloignée du quartier. Pas pour le pain, pour la marche, pour le vent frais sur mes joues, pour sentir mes jambes, mes poumons, ma présence dans mon propre corps. En passant près du parc, je me suis assise sur un banc. Une petite fille jouait à la corde avec sa grand-mère. La vieille dame avait les cheveux blancs, relevés en chignon. Elle riait, un rire clair, franc, libre. Et soudain, j'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine, quelque chose entre la douceur et la tristesse. J'ai réalisé à quel point j'avais cessé de rire, à quel point les petites joies s'étaient retirées de moi, une par une, au fil des humiliations, à quel point je m'étais réduite, resserrée, amincie, comme une vieille feuille sous un livre trop lourd. La petite fille s'est tournée vers moi. Elle m'a souri. J'ai souri aussi. Un sourire lent, mais un vrai sourire. Ce fut un moment simple, mais il a ouvert une brèche dans quelque chose de très ancien. Les semaines suivantes, j'ai repris mes habitudes abandonnées. J'ai ressorti mes aiguilles à tricoter. J'ai remis mes mains au travail, doucement, fil après fil. Chaque maillage était comme une réparation. J'ai replanté mes rosiers. Les félicités parfaites, que j'avais délaissées, ont refleuri sous mes soins. Leur parfum léger entrait par la fenêtre du salon. Pour la première fois depuis des mois, je laissais l'odeur m'envahir sans lutter. J'ai recommencé à cuisiner pour moi-même. Des plats simples, mais pour moi. Pas par obligation, pas parce qu'il fallait nourrir quelqu'un, juste parce que cela me faisait du bien. Et un soir, en avalant une soupe chaude, j'ai eu cette pensée étrange. Je n'avais plus peur, ni d'être seule, ni d'être oubliée, ni d'être trahie à nouveau. Ce qui avait failli me détruire avait finalement libéré quelque chose en moi. Bien sûr, Alain revenait, parfois, toujours timidement, toujours avec cette gêne qui glissait dans ses mots, comme une ombre derrière lui. Un soir, il est arrivé avec un bouquet de tulipes jaunes mes préférées, même s'il ne l'avait jamais vraiment su. Il les a posées maladroitement sur la table. « Je voudrais être un fils meilleur, maman. Je ne sais pas encore comment, mais j'essaye. » Je lui ai répondu simplement. « Alain, on apprend encore. À ton âge comme au mien, l'important c'est de marcher. Même lentement, même mal. » Il a hoché la tête, les yeux humides. Je n'attendais plus de lui un miracle, seulement de la vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, ce fut suffisant. Quant à Claire, elle n'est plus revenue. Pas encore. Peu, être jamais. Je ne la haïssais pas, mais je n'avais plus de place pour elle, ni dans ma maison, ni dans ma vie, ni dans mon esprit. Il y a des portes qu'on ferme une fois et qu'on ne rouvre plus. Un après-midi, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis 40 ans. Partir quelques jours seule. J'ai réservé une chambre dans une petite pension près de la mer. Une chambre simple, avec un balcon donnant sur les flots. La propriétaire, une femme ronde et douce, m'a accueillie comme si j'étais une vieille amie. J'ai marché sur la plage. J'ai enfoncé mes pieds dans le sable froid. Les mouettes tournaient au-dessus de moi. Le vent portait une odeur de sel et d'algues. Une odeur de recommencement. Et là, debout face à la mer, j'ai senti une paix nouvelle. Une paix profonde, silencieuse, qui n'avait rien à voir avec la résignation. C'était la paix d'une femme qui a choisi
Qui s'est choisi? Qui s'est sauvé? Je suis resté longtemps, sans penser à rien. Ou plutôt, en pensant enfin à moi. En rentrant à la pension, j'ai ouvert mon carnet noir. J'ai écrit « La mer ne pardonne rien, mais elle lave tout ». Puis j'ai ajouté, presque en tremblant « Je suis prête à vivre. Je suis prête à vieillir, mais pas à disparaître ». Ma nouvelle vie ne ressemblait pas à une victoire. Elle ressemblait à un apaisement, à une lumière douce, à un souffle retrouvé. Et parfois, le soir, avant de dormir, je me surprenais à murmurer « Merci Denise, tu t'es relevée ». Je suis rentrée de la mer un matin pâle de début juin. L'air était encore frais, chargé d'une odeur d'aube nouvelle. En poussant la porte de ma maison, j'ai senti quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis des années. Un accueil. Un vrai. La maison ne me paraissait plus lourde, ni chargée de souvenirs opaques. Elle était simplement mienne, présente, silencieuse, mais d'un silence qui n'écrase pas, un silence qui protège. Je me suis assise dans le salon, face à la fenêtre. Le soleil commençait à s'étaler doucement sur le sol, formant un grand rectangle doré. La poussière dansait dedans comme de minuscules lucioles. J'ai posé ma main sur l'accoudoir du fauteuil et j'ai respiré longuement. Il m'a fallu du temps pour comprendre. Ce qui venait de se passer dans ma vie n'était pas seulement une trahison. C'était aussi, paradoxalement, un dévoilement, une mise à nu nécessaire. J'avais vu les visages de ceux que j'aimais, sans les filtres, sans les excuses, sans les illusions que j'avais entretenues. J'avais vu leurs failles, oui, mais aussi les miennes, car moi aussi, j'avais participé à ma propre disparition. Pas en un jour, pas par faiblesse, mais par amour mal orienté, par cette tendance que tant de femmes de mon âge ont dans se mettre entre parenthèses pour laisser les autres exister plus facilement. Mais lorsque l'on s'efface trop longtemps, les autres finissent par croire que cet effacement est naturel, qu'il est mérité, qu'il est logique. Moi, il m'a fallu une boîte de chocolat empoisonnée de calculs, une signature imitée et un notaire stupéfait. Pour me réveiller, depuis mon retour, je marche chaque jour dans le jardin. Les rosiers ont explosé, comme s'ils avaient attendu que je revienne pour oser fleurir. Leurs pétales tombent en pluie lente sur la terre, formant un tapis rose pâle. Je les ramasse parfois. Je les garde dans une boîte en fer, avec quelques lettres anciennes et mon carnet noir, comme des preuves douces de ce qui m'a façonné. Je n'ai pas revu Claire. Elle s'est éloignée. Ou peu. Être a-t-elle fui sa propre honte? Je ne le saurai jamais. Cela ne me fait plus souffrir. Certaines absences libèrent plus qu'elles ne blessent. Quant à Alain, il revient régulièrement. Toujours humble, toujours prudent, comme un homme qui ne veut pas écraser le sol fragile qu'il reconstruit. Nous parlons de tout, du jardin, de ses enfants, du climat, parfois de rien. Un jour, alors que nous arrosions les tomates ensemble, il m'a dit doucement « Tu sais, maman, ce n'est pas toi que je voulais effacer, c'était mes responsabilités, ma peur, ma fatigue. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Alain, ce qui compte désormais, ce n'est pas ce que tu as fait, mais ce que tu choisis de devenir. » Il a hoché la tête, les yeux brillants. « Le pardon, je l'ai compris, n'est pas un acte. C'est un chemin, un long chemin. Je ne cours pas. Je marche, et pour la première fois depuis longtemps, je ne marche pas seule. Il y a des après-midi où je m'installe sur la petite table du jardin. Je mets de la musique très douce, et j'écris, pas des plaintes, pas des regrets, des phrases simples, des bouts de lumière, des constats. Comme celui-ci, vieillir, ce n'est pas perdre ce qu'on était, c'est reconnaître enfin ce qu'on est. Je relis parfois mes anciens écrits, ceux où la peur me guidait, ceux où la manipulation me rongeait sans que je ne veuille la voir. Je les lis sans douleur, comme on lit les archives d'une femme qu'on a été, mais qu'on ne sera plus. Je n'ai rien oublié, je n'oublierai jamais, mais je ne suis plus tenue captive par ces souvenirs. La trahison n'est plus une blessure ouverte, elle est devenue une cicatrice fine, pâle, presque invisible, mais assez profonde pour me rappeler qui je suis et où je ne dois plus jamais me laisser pousser. Ce que cette épreuve m'a appris, c'est ceci. On peut perdre beaucoup, on peut perdre la confiance, on peut perdre une part de sa famille, on peut perdre ses illusions, ses repères, ses habitudes. Mais tant qu'on ne perd pas sa dignité, tout est récupérable. Et moi, j'ai récupéré la mienne. Non pas avec des cris,
non pas avec des gifles, non pas avec des accusations, mais avec quelque chose de plus puissant, la vérité. La vérité posée sur une table. La vérité qu'on ne peut pas contredire. La vérité que l'autre est obligé de regarder. Même si elle brûle, aujourd'hui, je ne crains plus le silence. Je le choisis, je le cultive, je l'habite. Il est devenu mon refuge, ma force, mon arme douce. Et lorsque je referme mon carnet noir le soir, dans la paix retrouvée de ma maison, je murmure. Le silence peut aussi être une forme de justice. Un après-midi, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis 40 ans. Partir quelques jours seul. J'ai réservé une chambre dans une petite pension près de la mer. Une chambre simple, avec un balcon donnant sur les flots. La propriétaire, une femme ronde et douce, m'a accueilli comme si j'étais une vieille amie. J'ai marché sur la plage. J'ai enfoncé mes pieds dans le sable froid. Les mouettes tournaient au-dessus de moi. Le vent portait une odeur de sel et d'algues. Une odeur de recommencement. Et là, debout face à la mer, j'ai senti une paix nouvelle. Une paix profonde, silencieuse, qui n'avait rien à voir avec la résignation. C'était la paix d'une femme qui a choisi. Qui s'est choisi? Qui s'est sauvé? Je suis restée longtemps, sans penser à rien. Ou plutôt, en pensant enfin à moi. En rentrant à la pension, j'ai ouvert mon carnet noir. J'ai écrit. La mer ne pardonne rien, mais elle lave tout. Puis j'ai ajouté, presque en tremblant, je suis prête à vivre. Je suis prête à vieillir, mais pas à disparaître. Ma nouvelle vie ne ressemblait pas à une victoire. Elle ressemblait à un apaisement, à une lumière douce, à un souffle retrouvé. Et parfois, le soir, avant de dormir, je me surprenais à murmurer « Merci Denise, tu t'es relevée ». Je suis rentrée de la mer un matin pâle de début juin. L'air était encore frais, chargé d'une odeur d'aube nouvelle. En poussant la porte de ma maison, j'ai senti quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis des années. Un accueil. Un vrai. La maison ne me paraissait plus lourde, ni chargée de souvenirs opaques. Elle était simplement mienne, présente, silencieuse, mais d'un silence qui n'écrase pas, un silence qui protège. Je me suis assise dans le salon, face à la fenêtre. Le soleil commençait à s'étaler doucement sur le sol, formant un grand rectangle doré. La poussière dansait dedans comme de minuscules lucioles. J'ai posé ma main sur l'accoudoir du fauteuil et j'ai respiré longuement. Il m'a fallu du temps pour comprendre. Ce qui venait de se passer dans ma vie n'était pas seulement une trahison. C'était aussi, paradoxalement, un dévoilement, une mise à nu nécessaire. J'avais vu les visages de ceux que j'aimais, sans les filtres, sans les excuses, sans les illusions que j'avais entretenues. J'avais vu leurs failles, oui, mais aussi les miennes, car moi aussi, j'avais participé à ma propre disparition. Pas en un jour, pas par faiblesse, mais par amour mal orienté, par cette tendance que tant de femmes de mon âge ont dans se mettre entre parenthèses pour laisser les autres exister plus facilement. Mais lorsque l'on s'efface trop longtemps, les autres finissent par croire que cet effacement est naturel, qu'il est mérité, qu'il est logique. Moi, il m'a fallu une boîte de chocolat empoisonnée de calculs, une signature imitée et un notaire stupéfait. Pour me réveiller, depuis mon retour, je marche chaque jour dans le jardin. Les rosiers ont explosé, comme s'ils avaient attendu que je revienne pour oser fleurir. Leurs pétales tombent en pluie lente sur la terre, formant un tapis rose pâle. Je les ramasse parfois. Je les garde dans une boîte en fer, avec quelques lettres anciennes et mon carnet noir, comme des preuves douces de ce qui m'a façonné. Je n'ai pas revu Claire. Elle s'est éloignée. Ou peu. Être a-t-elle fui sa propre honte? Je ne le saurai jamais. Cela ne me fait plus souffrir. Certaines absences libèrent plus qu'elles ne blessent. Quant à Alain, il revient régulièrement. Toujours humble, toujours prudent, comme un homme qui ne veut pas écraser le sol fragile qu'il reconstruit. Nous parlons de tout, du jardin, de ses enfants, du climat, parfois de rien. Un jour, alors que nous arrosions les tomates ensemble, il m'a dit doucement « Tu sais, maman, ce n'est pas toi que je voulais effacer, c'était mes responsabilités, ma peur, ma fatigue. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Alain, ce qui compte désormais, ce n'est pas ce que tu as fait, mais ce que tu choisis de devenir. » Il a hoché la tête, les yeux brillants. « Le pardon, je l'ai compris, n'est pas un acte. C'est un chemin, un long chemin. Je ne cours pas, je marche,
Et pour la première fois depuis longtemps, je ne marche pas seule. Il y a des après-midi où je m'installe sur la petite table du jardin. Je mets de la musique très douce et j'écris, pas des plaintes, pas des regrets, des phrases simples, des bouts de lumière, des constats. Comme celui-ci, vieillir ce n'est pas perdre ce qu'on était, c'est reconnaître enfin ce qu'on est. Je relis parfois mes anciens écrits, ceux où la peur me guidait, ceux où la manipulation me rongeait sans que je ne veuille la voir. Je les lis sans douleur, comme on lit les archives d'une femme qu'on a été, mais qu'on ne sera plus. Je n'ai rien oublié, je n'oublierai jamais, mais je ne suis plus tenue captive par ces souvenirs. La trahison n'est plus une blessure ouverte, elle est devenue une cicatrice fine, pâle, presque invisible, mais assez profonde pour me rappeler qui je suis et où je ne dois plus jamais me laisser pousser. Ce que cette épreuve m'a appris, c'est ceci. On peut perdre beaucoup, on peut perdre la confiance, on peut perdre une part de sa famille, on peut perdre ses illusions, ses repères, ses habitudes. Mais tant qu'on ne perd pas sa dignité, tout est récupérable. Et moi, j'ai récupéré la mienne. Non pas avec des cris, non pas avec des gifles, non pas avec des accusations, mais avec quelque chose de plus puissant, la vérité. La vérité posée sur une table. La vérité qu'on ne peut pas contredire. La vérité que l'autre est obligé de regarder. Même si elle brûle, aujourd'hui, je ne crains plus le silence. Je le choisis, je le cultive, je l'habite. Il est devenu mon refuge, ma force, mon arme douce. Et lorsque je referme mon carnet noir le soir, dans la paix retrouvée de ma maison, je murmure. Le silence peut aussi être une forme de justice.